Bonjour à tous et bienvenue dans ce 51e numéro de Distill News intitulé 130 distilleries supplémentaires et envoyé à tous les abonnés le 26 janvier 2022. Comme à l'accoutumée, petit rappel évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous encourage vivement à le faire, ça se passe sur distillnews.com. Vous pourrez ainsi recevoir toutes ces actualités, tout ce qu'on va dérouler là en avant-première et surtout pouvoir accéder à toutes les sources, tous les liens vers les vidéos, etc. Sur ce, je vous propose qu'on déroule le menu de la semaine, à savoir qu'on va parler de fast whisky, de vin upcyclé en vermouth, de whisky à base de ramen, des chiffres sur le boom des distilleries en France, d'autres sur les performances du cognac en 2021, du mezcal artisanal en images, de la tequila qui rend milliardaire, de nouveaux NFT, c'est de plus en plus fréquent, du gin en éco-recharge et même une rubrique complète consacrée au sans-alcool, histoire de rééquilibrer un peu les choses. Sur ce, c'est parti. Et on commence avec le boom des distilleries en France, puisque Baptiste François, donc de la distillerie Baptiste, qui a un groupe sur Facebook qui s'appelle Blabla entre distillateurs, qui a publié des chiffres assez frappants sur la croissance, le nombre croissant d'établissements qui sont enregistrés avec le code APE qui correspond aux productions de boissons alcooliques distillées en France, et ce entre les années 50 et aujourd'hui. Donc dans le détail, on voit qu'il y en a eu 7 en moyenne par an entre les années 50 et 1980, 20 par an en moyenne entre les années 80 et l'année 2015, puis on voit que ça s'accélère avec 45 par an en 2016 et 2017, 85 par an entre 2018, 2019 et 2020, et un pic à 130 sur la seule année 2021. Donc clairement, si on avait un doute sur l'intérêt pour la production de spiritueux et d'entrepreneurs qui s'engagent là-dedans, là, les chiffres sont assez parlants. Donc évidemment, on leur souhaite à tous de réussir, et c'est top, je pense, pour tout ce brassage qu'il peut y avoir en France autour des SPI. Et d'ailleurs, petit aparté en passant, puisqu'il semblerait que même à Paris, il y a un nouveau projet qui se monte, et plus exactement dans le 12e arrondissement, et qui s'appelle Distillerie du Viaduc. Donc clairement, on va suivre tout ça avec intérêt, puisque distiller à Paris, c'est clairement pas la chose la plus simple d'un point de vue administratif. Du côté des news produits ensuite, pour démarrer, un petit insolite avec la micro-distillerie Stone Barn Brandy Works, qui est située à Portland, qui a produit un whisky, entre guillemets, à base de nouilles ramen bio invendu. Donc c'est un whisky qui a été vieilli pendant 20 000 heures dans des fûts et qui sort sous le nom Umi Ramen Spirit et qui titre à 47%. Et côté mash bill, donc si on se réfère aux nouilles en question, on est sur 95% de blé et 5% d'orge. Donc je suis très curieux du résultat, mais voilà. Plus classique ensuite, mais pas moins original, on a le français Bruno Mangin qui sort donc un BM signature, un single malt tourbé vieilli en fût de tequila. En Écosse, ensuite, on a Ardbeg, donc la marque qui lance le 1er février un whisky de 13 ans d'âge qui s'appelle Ardbeg Fermutation, ou Fermutation en anglais, dont la fermentation a été faite à l'air libre et a duré pas moins de 3 semaines, ce qui est assez conséquent, puisque d'habitude, Ardbeg s'est fermenté pendant 72 heures. Donc là, ça a été fait, c'est une expérimentation un peu accidentelle, puisque c'est arrivé en conséquence d'une panne de chaudière à l'époque à la distillerie. Côté rhum, ensuite, on a pour les 40 ans de carrière chez Appleton de Joyce Pence, qui est sa Master Blender aujourd'hui. La marque a sorti une édition anniversaire intitulée Ruby, qui est disponible à 500 exemplaires et qui est constituée en fait d'un assemblage de 5 rhums d'au moins 35 ans d'âge, donc probablement un très beau produit. Et enfin, on a Maison Mirabeau qui lance un vermouth rosé 17% d'alcool en Grande-Bretagne, le tout en collaboration avec les Londoniens de Vault Vermouth. Il a été produit à base de botanique et vin upcyclé, c'est ce que dit l'étiquette, suite à des événements malheureusement annulés l'an passé, on s'en doute probablement à cause de la pandémie. Ensuite, dans tout le flow là, d'articles sur les tendances de 2022, je suis tombé sur celui de Whisky Mag, intitulé, donc plus spécifique sur le whisky, qui s'intitule « Où va le whisky ?»
Et parmi un peu toutes les tendances qui sont notées, donc on a tout le côté évidemment crypto dont je vais parler tout à l'heure, ou encore la future IG Whisky de France. Il y a un point qui m'a pas mal interpellé, c'est celui donc de ce qu'elle appelle, donc ce que Christine Lambert appelle le fast whisky, donc un peu toutes ces sorties un peu on va dire façon Zara et H&M donc à savoir, je cite, une nouvelle quille chasse l'autre et à peine lancée, déjà oubliée. Donc, ce qui peut se permettre de se poser la question, est-ce que à trop expérimenter, est-ce qu'on tue pas l'expérimentation? Est-ce que pareil, à force de voir finalement tout le monde sort des éditions limitées, donc est-ce que les éditions limitées ont tellement d'intérêt vu qu'on est sous un flot d'éditions limitées. Pareil avec tous les finishes. Avant, on parlait d'un finish en fût de tequila. Si tout le monde le fait demain, est-ce que ça aura tellement d'intérêt? Enfin, est-ce que ça sera toujours aussi inédit et curieux à découvrir? À voir. En tout cas, je me disais que ça peut cultiver un certain FOMO, donc le Fear of Missing Out, mais appliqué aux spiritueux pour tous les amateurs de spiritueux, ou à minima rendre plus pénibles les inventaires des cavistes qui se retrouvent avec plein de références en petits lots comme ça. Bref, une tendance clairement à suivre et pas sûr qu'on y gagne au change, puisque je serais plutôt d'avis que less is more. On passe aux news business ensuite avec Brown-Forman qui a ouvert un bureau à Bruxelles pour gérer lui-même sa distribution en Belgique et au Luxembourg, comme il le fait déjà en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou même en Espagne. Du côté des RTD et notamment Hard Kombucha, on apprend que Beam Suntory investit 20 millions de dollars dans la marque Flying Ambers, donc peut-être une catégorie à suivre dans les mois à venir. Et Monster Energy qui fait officiellement son entrée sur le marché des boissons alcoolisées puisque le groupe a en effet annoncé avoir fait l'acquisition de Canarchy Craft Brewery Collective, un producteur de bière et de hard seltzer, et le tout pour 330 millions de dollars. Au passage, on a aussi The Drink Business qui a publié un article sur cette tendance hard seltzer et RTD dans lequel il rappelle notamment quelques moves un peu qui vont dans le même sens par le passé, à savoir par exemple Coca-Cola qui s'est allié à Molson Coors pour créer Topo Chico, encore Coca-Cola avec Constellation Brands pour créer Fresca Mixed, ou encore PepsiCo avec Boston Beer qui va sortir une version alcoolisée donc de Hard Mountain Dew. Et donc maintenant Monster Energy qui s'inscrit un peu dans toute cette mouvance, donc à suivre par la suite. En France, ensuite, on a le BNIC qui a pour sa part partagé les chiffres de la filière cognac sur l'année civile 2021 et le tout accompagné d'ailleurs de 2 belles infographies que je vous invite à retrouver dans la version écrite de la newsletter sur le site. Et parmi les chiffres clés donc, qui sont présentés dans tout ça, on a notamment une hausse de plus 16,2% des expéditions de cognac donc sur 2021 par rapport à 2020, ce qui représente 223,2 millions de bouteilles expédiées sur l'année. Et dans le détail, on découvre qu'il y a quand même 115 millions, donc plus de la moitié qui part pour les USA. On a 34 millions de quilles pour la Chine et la France est le 5e marché dans tout ça avec 6,1 millions de bouteilles vendues donc, sur le territoire français. Côté valeur, on a un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros au départ de Cognac, qui est là aussi en augmentation de plus 30,9% par rapport à l'année 2020. Et je vous parlais d'infographie, même Sud-Ouest a un peu réinterprété tous ces chiffres et a créé les siennes. Donc vous pouvez retrouver ça aussi sur le site de Sud-Ouest et le lien se trouve en description. On repart maintenant aux États-Unis avec des chiffres sur les ventes off-premise, on-premise, online, tout ça donc aux US, avec Rabobank qui donc a indiqué que les ventes d'alcool en ligne aux États-Unis ont passé le cap des 6 milliards de dollars en 2021, ce qui représente 4% des ventes off-premise, donc à savoir tout ce qui est donc hors bar et tout, donc plutôt caviste, magasin. Et ça ne devrait pas s'arrêter là, puisque d'après les analyses donc, de Rabobank, l'e-commerce devrait tout simplement être le premier vecteur de croissance de toute l'industrie des spiritueux pour la décennie à venir. Plus globalement, on a aussi Bloomberg qui a partagé quelques statistiques du Bureau of Economic Analysis et de Square sur les ventes de spiritueux en off et on-premise, donc
Là aussi, donc off, c'est tout ce qui est caviste, magasin, et on, premise, c'est bar, discothèque, restaurant, le tout sur le marché américain. Et comme le résume parfaitement le titre de son article, s'il y a bien une chose que le Covid n'arrête pas, c'est la vente d'alcool. Et tout ça s'accompagne évidemment de petits graphiques dont vous pouvez retrouver quelques bribes sur le site, et je vous mets évidemment le lien vers l'article original sur distinews.com. Parlons tequila maintenant. On a assurément donc The Rock, Dwayne Johnson, qui avec sa tequila Teremana, qui a clairement contribué un peu à tous ces chiffres que je donnais avant sur le marché américain, puisque on apprend que sa tequila, donc Teremana, s'est vendue à 600 000 caisses au cours de l'année 2021. Sur un tweet d'ailleurs, Dwayne Johnson répond, et visiblement il vise même le million pour bientôt. Donc 600 000 caisses, c'est vraiment colossal, puisqu'il faut savoir que Casamigos, donc la tequila de George Clooney, qui a cartonné, qui a déjà un poids monumental sur le marché et qui a été vendue, je crois, en 2017 pour $1 milliard à Diageo. Sur le même laps de temps, sur cette première année, ils avaient vendu 170 000 caisses. Donc là, on a Teremana qui fait qui fait plus de 3 fois et quasiment 4 fois plus que ça. Donc niveau valo, ça doit être quelque chose. Et d'ailleurs, avec de tels chiffres, ça suscite clairement quelques convoitises, je pense, puisque donc on a George Clooney, on a The Rock, on a Kendall Jenner, on a Michael Jordan, on a le nombre de stars qui investissent dans la tequila, ça se compte. Il faut plus que ses deux mains pour compter tout ça. Et on a d'ailleurs un nouveau venu dans la sphère people qui vient en effet allonger donc cette liste d'entrepreneurs de la tequila, puisque maintenant c'est l'acteur donc Mark Wahlberg qui a annoncé avoir rejoint l'équipe fondatrice de la tequila, Flecha Azul, et lui aussi avec de grosses ambitions. Donc à suivre pour cette marque. Sur un angle quelque peu plus romantique, je suis tombé sinon sur une vidéo qui met en image tout le process de production du mezcal, donc là clairement plus artisanal, au Palenque Herencia Garcia, et ce de la découpe donc des agaves jusqu'à leur distillation. Donc une petite vidéo qui doit faire quelque chose comme 4 minutes, qui offre une belle immersion, je trouve, dans cet artisanat. Donc je vous invite clairement à retrouver le lien dans la newsletter. Côté packaging, maintenant, on a la marque de gin Darnley's qui lance des formats pouch, ou en bon français on va dire éco-recharge, qui permettent de re-remplir ces bouteilles et qui peuvent également être renvoyées pour être recyclées. Voilà, c'est l'occasion au passage, via un article de The Drinks Business que je link dans la newsletter, de découvrir un autre format, alors plus petit mais un peu pareil, mais façon un peu pomme pot et tout, via la plateforme, le service d'abonnement qui s'appelle Whisky Me de Tristan Stephenson et Thomas Aske, qui utilise justement ce genre de packaging pour envoyer des drames de whisky à ses abonnés. Et tant qu'on est dans tous ces packaging un peu enfantins, un peu éco-friendly et tout, on a également la marque australienne Mandatory Spirit qui lance des boxtails, à savoir des cocktails RTD type Mai Tai, Martini, Passion Fruit Martini, des daiquiri, etc., dans des petites briques individuelles, un peu comme les petits jus de fruits qu'on a quand on est gamin, et toujours en mode 100% recyclable. Du côté de la blockchain maintenant, donc si 2021 c'était un peu l'année où chaque semaine j'avais une news sur les hard sellers, cette année j'ai l'impression qu'on ne va pas échapper aux petits trucs blockchain, crypto, NFT et tout ça dans le marché des spiritueux, et toutes les semaines. Bref, pour ceux que ce sujet captive, comme moi, j'ai trouvé 3 nouveaux exemples cette semaine, à savoir Bacardi, qui lance sa tequila Patron Sherman Reserve avec des versions accessibles en NFT. Ça se passe toujours sur la plateforme Blockbar, comme j'ai pu en parler sur des épisodes précédents. Et donc, il y a 150 exemplaires numérotés de cette tequila qui sont disponibles par ce biais-là, donc avec un côté, donc vous achetez en ligne. Vous avez le NFT donc, qui représente cette propriété de la bouteille, et vous avez ensuite le choix soit de spéculer, de la revendre peut-être plus cher à quelqu'un, le NFT du moins, et soit tout simplement de récupérer la bouteille qui, en attendant, reste stockée à Singapour chez Blockbar, le tout de manière sécurisée.
Ensuite, on a Buffalo Trace qui entame donc la nouvelle année donc 2022 en faisant un don justement de 2022 bouteilles de whisky. Et là aussi avec ses premiers NFT, dans le lot, il y a 5 bouteilles. Je ne sais plus si on peut parler de bouteilles, mais puisqu'elles font quand même 6 litres. Donc 2 bourbons distillés en 1982 et qui seront donnés sous forme de NFT. Il n'y a pas encore trop de détails dessus, mais a priori, c'est censé être décrit du coup de manière beaucoup plus détaillée à partir de mi-février. Donc, on va suivre tout ça. Et enfin, on a NC qui a donc lancé son premier NFT il y a quelques semaines maintenant, mais qui a aussi annoncé un partenariat avec la plateforme Aura Blockchain Consortium. Alors là, il ne s'agit pas de vendre du cognac sous forme de NFT, mais plus d'une démarche sur toute la traçabilité de ces flacons, avec notamment le côté certificat d'authenticité de votre bouteille qui va être stocké sur la blockchain. On passe au sans-alcool ensuite, ou presque sans alcool, puisque, écoutez, pour boucler Dry January, je vous propose, une fois n'est pas coutume, une section complète dédiée au sujet, et à commencer par une petite news un peu côté valorisation, puisqu'on apprend via l'IWSR que le marché du No ou Low ABV serait valorisé en 2021 à presque 10 milliards de dollars. À titre de comparaison, en 2018, ce chiffre était plutôt de 7,8 milliards de dollars, donc une belle progression depuis. Côté salon, on en a un nouveau dédié à cet univers au sens large qui arrive à Montpellier les 2 et 3 juillet prochains et ça s'appellera le Soft Festival. À suivre. Côté légal, en Grande-Bretagne, on apprend que les règles concernant le marketing des boissons dites low alcohol ont été mises à jour. Ainsi, seules les bouteilles dont le taux d'alcool est situé entre 0,5 et 1,2% du volume, peuvent se revendiquer comme low alcohol ou peu alcoolisé. Il y a juste une petite subtilité dans ces règles, puisque au-delà de 1,5% d'alcool, il y a la mention lower alcohol qui est tolérée, donc moins alcoolisé, à condition qu'il s'agisse d'une comparaison par rapport à un spiritueux, qui est par définition plus alcoolisé. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, low alcohol, peu alcoolisé, c'est 0,5 à 1,2%. Et au-delà d'1,5, vous ne pouvez pas vous dire peu alcoolisé, vous pouvez au mieux vous dire moins alcoolisé que tel autre alcool à 15%, forcément. Côté livre, ensuite, on a donc pour les lecteurs un nouveau livre consacré au cocktail No et Low Alcohol qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Mindful Mixology et qui a été écrit par Derek Brown, le propriétaire du bar Columbia Room à Washington. Et si ce sujet vous intéresse, pour plus d'infos, il en parlait récemment dans le podcast Modern Barcart. Côté média, ensuite, on a Marion Lebeau qui était sur le plateau de l'émission Bismart pour parler de SCO, son apéritif sans alcool à base de verjus et plantes méridionales. On a également 20 minutes et Virgin Radio qui ont mis à l'honneur la marque Sober Spirit, qui est une marque lyonnaise qui propose des alternatives 0% à base de rhum antillais, de gin de whisky, dont elle a extrait l'alcool. Donc je vous avoue, je suis très curieux pour ça, à suivre. Ensuite, VinePair et Imbibe Magazine ont consacré donc à l'occasion du Dry January des articles sur un peu toute cette ère de nouvelles boutiques ou je dirais ce que j'appellerais peut-être des cavistes 0% qui sont dédiés donc au phénomène du low ABV ou du no ABV aux États-Unis notamment et donc qui créent des boutiques dédiées à tous ces produits tant en version physique que e-commerce. Et côté perso enfin, si je peux ajouter ma petite touche personnelle à tout ce sujet, on a justement consacré un épisode du Bottlefield Show à la question du Dry January et de ce qu'on appelle entre guillemets des spiritueux sans alcool afin de un peu de présenter un peu ma vision des choses et les pièges à éviter, donc à savoir finalement si on prend un spiritueux qu'on retire l'alcool, qu'est-ce qui reste? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer 25 ou 30 euros pour certains produits? Donc le lien vers la vidéo se trouve évidemment dans la newsletter. Et que vous soyez en ligne avec ma position ou pas du tout, écoutez, je vous invite clairement à publier un commentaire. Le débat est ouvert et écoutez, je lirai tout ça et avec attention. Si je peux y répondre, j'y répondrai.
Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à commenter et à exposer votre opinion sur le sujet. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont un avis plus ou moins tranché sur la question et qui peut-être ne le partagent pas. Écoutez, c'est l'occasion et avoir un peu différents sons de cloche sur ce phénomène. On passe ensuite à ma petite revue des podcasts qui sont sortis ces 2 dernières semaines, avec notamment, donc j'ai découvert le podcast Bande de Food qui a consacré un épisode au cocktail, avec notamment Margot Le Carpentier, donc du bar Combat à Paris, avec Frédéric Becbédé qui a donc une vodka qui s'appelle Le Filtre, Olivier Bon qui est un des fondateurs de l'Expérimental Cocktail Club, enfin l'Expérimental Group maintenant, ou encore Romain Lemuelic, donc qui est un fondateur du syndicat, donc le bar à cocktail dédié aux spiritueux français à Paris, mais également du hard seltzer Féfé. Donc le podcast est assez cool, hein, c'est assez détente, assez léger. Voilà, donc je vous recommande clairement l'écoute ou la découverte de ce podcast si vous ne le connaissiez pas. L'épisode est très sympa en tout cas. Voilà, c'est divertissant, c'est assez éclectique et voilà. Comme tout ce que je vais décrire là, évidemment, les liens sont sur disneynews.com évidemment. Ensuite, on a le Single Cast qui a sorti, lui, 2 épisodes, l'un sur les vieillissements loufoques dans le Rhum, tels que dans l'espace, dans le bassin d'Arcachon, sur mer, dans un désert, ou encore avec les vibrations d'une cloche par des températures négatives, enfin bref. Pas mal de choses, c'est très intéressant. Et un autre épisode qui s'intéresse, lui, plutôt sur l'information autour de l'âge des Roms, qui est clairement... pas toujours très clair, voilà, pour qui veut s'y retrouver de manière à peu près cohérente d'une bouteille à une autre. Ensuite, on a Mickaël Guido, donc du blog Fort Georges, qui était l'invité du 3e épisode de Fin de Podcast, donc un tout récent podcast, ou même 4e épisode, pardon, que j'apprécie écouter. Bref, c'est assez cool pour découvrir un peu ce qui se cache derrière le blog donc Fort Georges. Voilà, et puis petit spoiler, donc lui non plus, pas plus que moi, ne comprend un peu tout cet engouement pour les hard seltzer. Par contre, il est tout simplement moins en adéquation avec mon prosélytisme, je dirais, pro-volvique aromatisé quand on parle de spiritueux sans alcool, entre guillemets. Du côté de Super Potion, sinon, il y a aussi eu 2 épisodes intéressants ces derniers jours. Un premier avec Martin Neos, donc de Maison Coquerel et Normindia Gin, dans lequel il parle de Calvin Cocktail, de gin, de reprise et innovation. Et encore un autre avec Yves Cosentino, donc Algebra Drinks, on en a parlé récemment, dans lequel Yves parle d'entrepreneuriat et de sa liqueur de café, bien entendu. Et c'est toujours aussi passionnant, donc je vous recommande vivement. Et pour ce qui est encore du Bottlefield Show, puisqu'il y a eu 2 épisodes là aussi ces dernières semaines, il y a également donc un épisode consacré cette fois à la refonte et au processus de refonte donc d'un logo, avec le cas très personnel donc de Ludovic sur le logo de Studio Blackthorn. Voilà, donc c'est assez riche sur tout le process, un peu comment gérer une refonte d'un logo ou même le créer tout simplement from scratch, et qui, je suis sûr, pourra vous être pas mal utile ou au moins vous donner de nouvelles perspectives si vous-même travaillez sur ce genre de choses pour votre future marque, pour votre bar, pour votre cave. Bref, à découvrir sur YouTube. Et puisque je parle de YouTube, on a la masterclass de Longto de Whisky Life Paris 2021 qui est également en ligne sur la chaîne de la Maison du Whisky. Donc si vous voulez retrouver ça, c'est dispo. Et sur ce, on passe à la partie agenda avec Provine qui est décalé au 15, 16 et 17 mai prochain au lieu des 27, 28 et 29 mars. On a également Planète Bière qui revient au Paris Event Center les 27 et 28 mars prochains justement, avec 150 exposants pour sa 8e édition. On a également le Cocktail Tour qui a dévoilé ses dates pour 2022 avec Lyon dès le mois d'avril. On aura Toulouse au mois de mai, Nantes au mois de juin, Montpellier au mois de septembre, Bordeaux au mois d'octobre et Marseille au mois de novembre. Et il est également question de dates à Lille et Strasbourg qui sont en développement, donc à suivre dans un prochain numéro. Et enfin, on a le Toulouse Whisky Festival qui sera lui de retour les 21 et 22 mai prochains.
Pour finir, je vous rappelle qu'il y a pas mal d'offres encore qui sont publiées sur distilljobs.fr. Donc si vous cherchez un emploi dans le domaine des spiritueux, n'hésitez pas à checker tout ça sur distilljobs.fr. Si vous-même vous recrutez, écoutez, vos annonces sont les bienvenues. C'est absolument gratuit de les publier, donc surtout n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, je ne vous encourage évidemment à vous inscrire à la newsletter, à repartager tout ça, à poster un commentaire éventuellement, à liker, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et bien entendu, si vous avez des news que vous aimeriez partager avec moi, vous pouvez le faire par mail tout simplement. Vous retrouvez tout ça évidemment sur le site. Et écoutez, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao!